Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Denis Roger d'Unocla, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, Présence, dont un livre Présence 3, Les exocivilisations. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? Alors l'ouvrage Présence 3 qui s'intitule Dieu, le cosmos, le paranormal et les exocivilisations est évidemment la continuité de cette trilogie de Présence qui fait le lien finalement entre tous ces thèmes et clarifie, donne un panorama, en tout cas une lecture d'un certain nombre de phénomènes et qui sont aujourd'hui encore bien mystérieux et qui nous permet finalement d'avoir une vision plus compréhensible de ce qui se passe sur donc les liens entre ces exocivilisations, les phénomènes dits paranormaux, et on va voir qui peuvent devenir normaux, le paranormal peut devenir normal à condition qu'on éclaire le contexte cosmologique. Bien sûr, oui. D'où la nécessité de donner un panorama cosmologique et de l'étendre à ce qui est aujourd'hui du domaine de la métaphysique, autrement dit des concepts comme Dieu qui peuvent trouver une expression plus rationalisée en quelque sorte, dans la mesure où on va intégrer ces concepts métaphysiques à une physique et donc réunifier physique et métaphysique. Voilà l'ambition de cet ouvrage. Qu'est-ce que vous entendez par exocivilisation ? Alors, exocivilisation, c'est un néologisme que nous avons créé des présences pour désigner l'ensemble des êtres de type humain qui peuplent, alors non seulement, on va en parler, notre cosmos, mais de manière plus générale, tous les cosmos qui vont peupler donc la cosmogonie générale. Alors avant d'en parler, nous allons parler de votre parcours. Vous êtes ufologue. Comment avez-vous découvert le monde de l'ufologie ? Quel était votre parcours ? Alors, dans le monde de l'ufologie, je suis un peu l'extraterrestre de l'ufologie, je dirais. Enfin, je me retrouve pas vraiment dans l'ufologie, dans le terme ufologue, dans la mesure où la plupart des ufologues font des enquêtes de terrain sur des événements qui leur sont rapportés. Donc moi, mon travail est très différent, même si je fais un travail de terrain pour certains domaines qui me concernent plus particulièrement. Néanmoins, mon travail est essentiellement un travail de formalisation, d'études et d'analyse, et donc de tous ces événements qui sont rapportés depuis maintenant plus d'un demi-siècle de manière récurrente, en tout cas à l'époque contemporaine. Et donc ce sont ces faits que j'analyse à l'aide de des méthodes scientifiques habituelles, avec la collaboration d'équipes spécialisées, donc soit en biologie, en astronomie, en mathématiques ou en chimie. Et donc mon équipe et moi-même donc avons donné des cadres rationalisants, si on veut bien, pour expliquer l'ensemble de ces phénomènes qui sont observés. Voilà. Alors certains ufologues nous parlent souvent d'ovnis tôt les boulons, d'autres ufologues envisagent de plus en plus les ovnis ou les extraterrestres dans d'autres dimensions. Quelle est votre position ? Alors je dirais les deux. et tout ça n'est pas simple. Tout ça n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on commence simplement
à regarder autour de nous, à quelques centaines d'années-lumière autour de nous, eh bien, on va très vite constater qu'il y a un certain nombre de populations, d'exocivilisations, autrement dit des êtres humains, de type humain, qui sont suffisamment évolués pour nous rendre visite. Et pour nous rendre visite, eh bien évidemment, le cadre de la physique contemporaine actuelle ne permet pas d'expliquer leur venue. Hein. Et ça a été évidemment montré depuis longtemps, puisque si on se tient à la physique contemporaine actuelle, on est limité par l'espace-temps, et donc ces distances-là ne permettraient pas, ce qui est l'argument anti-ovni classique, ne permettent pas aux engins de venir aussi fréquemment, en tout cas, que l'on peut l'observer. Or, évidemment, une vraie démarche scientifique, ça consiste pas à partir de postulats, mais à partir de faits. Et donc les faits nous montrent le contraire, à savoir de très nombreuses visites d'engins et de nombreux témoignages de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs. Donc les faits nous montrent finalement que notre physique ne nous permet pas de comprendre ces faits. Alors, nous voyons bien assez facilement que ces exocivilisations sont présentes dans le cosmos, qu'elles nous rendent visite, et donc il va falloir trouver un cadre pour expliquer cela. Alors le cadre que nous proposons, il est d'une part notre fait par notre analyse, mais il ne part pas de rien, ex nihilo, il part d'une recherche que nous avons fait sur des documents qui sont les documents du dossier Humo. Oui. Alors, pour résumer un petit peu très brièvement ce dossier Humo, justement, j'allais vous poser la question. Ça tombe bien. Ce dossier Humo, donc ça va être une petite digression, et puis après nous allons revenir sur l'explication globale déjà. Et donc, l'explication sur le dossier Humo est donc la suivante, c'est que des documents qui sont publics, accessibles par tous, consultables par tout le monde, ont été diffusés depuis les années 60 à de nombreuses personnes, essentiellement des scientifiques et des ufologues, entre guillemets, en tout cas des gens qui s'intéressaient à ce qui se passe dans l'espace, même s'ils n'avaient pas une approche scientifique au sens conventionnel du terme. Et donc ces personnes ont reçu des documents divers et variés sur les thèmes qui les concernaient. Alors un médecin a pu recevoir un document relatif à des éléments de médecine, d'autres un biologiste va recevoir un rapport sur la biologie relative à soit la planète Humo, soit un comparatif avec la Terre et Humo. Un volcanologue va recevoir des informations concernant des aspects de tectonique des plaques ou des choses comme ça, etc., etc. Et donc, ont été cumulées à peu près 1500 pages de documents dont la provenance est revendiquée par une exocivilisation, l'exocivilisation de la planète Humo. Ouais. Et donc ça a été un grand point de départ pour mes recherches, et en l'occurrence pour tout ce qui concerne donc les explications relatives au voyage interstellaire. Ouais, justement, il y a eu ces fameuses lettres humides dont on parle souvent. Alors pour une question d'exactitude, ces documents sont appelés en Espagne, où beaucoup de documents ont été récupérés en Espagne, sous le nom de Humitas. C'est-à-dire que Humo, les gens d'Humo, en espagnol, ça fait les Humitas. Et il se trouve que les Français qui sont allés en Espagne ont traduit Humitas en Humite. Oui. Ah, d'accord.
Ce qui en fait ne correspond pas à la désignation que eux-mêmes se donnent. D'accord. À savoir qu'ils mentionnent dans un de ces documents que le terme humitas est approprié pour eux en Espagne, que le terme de humomen est approprié pour eux pour les anglophones, et que pour nous, Français, ils suggèrent de les désigner sous le terme de humain. D'accord. Donc voilà pourquoi je mentionne dans ces ouvrages le terme de humain, puisque c'est ni plus ni moins que la désignation que eux-mêmes se donnent. D'accord. Alors, dans ces textes humains, des indications relatives à la possibilité de réaliser ces voyages interstellaires est décrite, et nous avons donc travaillé sur ces bases pour nous assurer d'une part que notre compréhension de ces documents convergeait, que nous avions tous la même lecture ou la même interprétation, ou en tout cas s'il y avait des écarts, qu'on clarifie ces points, et donc c'est un travail qui nous a pris pas mal de temps. Et d'autre part, essayer de trouver des faits qui puissent conforter finalement le modèle qui nous était présenté. Donc ça, c'était dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, nous avons élargi notre champ de connaissances, donc toujours sur cette base initiale des documents homo, vers un système de compréhension plus complet. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte ajouté les briques qui nous manquaient dans les documents humains, et nous avons construit finalement une théorie que j'ai appelée la théorie des trois tiers, qui nous permet finalement, en comblant un petit peu les trous et en approfondissant l'étude des concepts de base, d'avoir finalement un panorama, une maison théorique complète, et qui nous permettent donc d'expliquer ces voyages interstellaires et bien d'autres choses. Finalement, vous avez reconstitué une sorte de puzzle, vous avez remis certaines pièces manquantes. Absolument, tout à fait, Alain, c'est exactement ça. Et donc, le premier ouvrage de la trilogie a consisté pour nous à présenter justement ces éléments de base. Donc ce panorama sur présence, le premier, c'est OVNI, crop circle et exocivilisation, et donc qui nous plante ce décor, et où nous expliquons, donnant un premier niveau d'explication sur ces changements de cadre dimensionnel qui nous sont présentés dans ces documents, et nous avons essayé de comprendre à quoi cela pouvait correspondre avec nos connaissances de physique contemporaine. Oui. Alors justement, comment on pourrait comprendre ces recherches ? Nous avons essayé d'être le plus didactique et possible, et même dans la limite de notre propre compréhension, bien sûr. Alors, on est parti finalement du fait que alors on commence à rejoindre un petit peu aujourd'hui ces connaissances, mais dans les années 60, quand ces données sont publiées, c'est tout à fait inconnu de la science terrestre. Et en fait, on conçoit que finalement, nous sommes plongés dans un monde qui n'est pas un monde uniquement un espace-temps de 4 dimensions, tel que le présente le modèle Einstein-Minkowski, d'accord. Et donc, qu'il faut concevoir que nous sommes plongés dans un substrat universel, et qui en fait comprend une infinité de dimensions, et que 10 nous permettent en définitive d'évoluer dans les différents... Enfin, nous constitue suffisamment. C'est-à-dire qu'avec 10 dimensions, nous pouvons décrire tout ce qui nous est accessible et encore aujourd'hui inaccessible, mais va nous permettre en fait d'accéder à un certain nombre de cosmos adjacents. Pourquoi ?
Parce que la topologie, de notre cosmos serait une topologie dodécadimensionnelle, et donc on retrouve d'ailleurs des modèles comme ça par des scientifiques tels que Monsieur Luminet, par exemple, qui est un grand chercheur français et qui présente ce type de topologie de cosmos. Et donc les changements de cadre dimensionnel, qui sont donc une possibilité physique qui n'est aujourd'hui pas connue des terrestres, permettraient donc de basculer en quelque sorte dans un système, non pas de passer de notre cadre dimensionnel d'Einstein-Minkowski à finalement un autre cadre dimensionnel équivalent, mais qui n'est pas le cadre dimensionnel dans lequel nous sommes. Alors, ceci est en fait relativement simple à expliquer avec les connaissances que nous avons même aujourd'hui, puisque le principe de ce changement de cadre dimensionnel, de ce basculement d'axe dimensionnel, suit finalement ce que la relativité restreinte, le fameux énergie égale delta de MC2. C'est-à-dire qu'on va monter en énergie des engins, une soucoupe volante, disons, pour rester simple, on va la monter en énergie, et à partir d'un certain seuil, eh bien cet engin va collapser, il va switcher, il va basculer dans un autre cadre dimensionnel et instantanément restituer ce qu'on lui a amené en énergie, en masse, et finalement inverser ces axes et les restituer dans un temps relativement rapide qui correspond en fait à la charge énergétique qu'on lui aura apportée. Quelque part, ça correspond à un changement de fréquence. Alors, on va pouvoir dire effectivement que toutes les fréquences dans notre multicosmos, dans notre panorama cosmogonique, et en tout cas, alors ça va être une fréquence particulière, puisque c'est une fréquence qui permet d'atteindre des seuils qui font qu'on va décrocher du cadre dimensionnel courant pour switcher dans un autre cadre. Donc c'est quelque chose de quand même un peu particulier. Il y a plusieurs gammes de fréquences finalement. De toute manière, tout quelque part est fréquence. Donc, alors plus particulièrement, le substrat universel, effectivement, que vous évoquez, il est évoqué sous le terme d'un nom qui s'appelle Ibotso, dans cette physique que nous empruntons en partie donc à nos amis d'outre-espace, les humains. Eh bien, ces Ibotso sont un petit peu près l'équivalent de ce que nous avons finalement élaboré à travers les M-cordes. À travers les M-cordes, nous décrivons donc des petites cordes qui émettent des fréquences, et ces fréquences émergent de la masse, émergent des forces, etc. Et donc, finalement, ce concept se retrouve à peu près dans la physique dont nous allons parler probablement pour tout le 3e millénaire qui arrive. Et donc, de ce substrat universel va émerger ces forces, ces masses, et chacune de ces entités minimales permet finalement une infinité de possibilités d'émergence. Alors justement, nous avons réalisé plusieurs sujets sur les mondes multidimensionnels, notamment avec Jacqueline Bousquet, qui a repris les travaux d'Émile Pinel sur les champs unitaires ultimes. Quelle est votre position sur ces multidimensions, sur ce champ unitaire ultime? Je pense que quelque part, ça va quand même dans votre sens. Oui, ça converge complètement, et c'était tout à fait extraordinaire. Je dirais que Pinel
Jacqueline Bousquet ait pu déjà faire des choses aussi avancées dans la conception de tels paysages, puisque eux n'avaient pas accès aux documents humains. Nous trichons un petit peu, enfin on triche, je dirais honnêtement, hein, contrairement à d'autres, on dit les choses, on dit bien qu'on prend pour point de départ une physique et une cosmologie qui nous est suggérée, hein. Donc on a examiné, on a tordu dans tous les sens et finalement nous l'avons adopté. Donc effectivement, on retrouve ces bases. Ces bases sont déjà effectivement tout à fait pressenties par Pinel et Bousquet, et d'autres d'ailleurs. Hein, il y a d'autres personnes qui ont travaillé aussi dans ce sens et qui continuent d'ailleurs à travailler sur ces sujets-là. Et donc, ce sont des premiers, je dirais, travaux vraiment avancés dans cette même orientation. Alors, on va pouvoir développer évidemment avec ces nouvelles connaissances qui nous sont suggérées et pour lesquelles il y a de l'expérimentation. Hein. Depuis 30 ans, il y a de l'expérimentation autour de ça. Donc on n'est pas non plus complètement, je dirais, dans un cadre purement théorique. Hein. On a un support concret. Et d'ailleurs, Présence 3 a pour objet de montrer que ces phénomènes paranormaux sont la conséquence directe de ce nouveau panorama cosmologique. Ah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, si on veut continuer un petit peu pour continuer à donner une petite visibilité sur ces voyages interstellaires, donc dans Présence 3, nous avons continué le travail sur le cadre général des changements de cadre dimensionnel de ces engins. Et nous avons bien perçu, et ce qui a été confirmé, alors c'est pour ça que c'est quand même intéressant, c'est que nous avons fait des travaux de notre part sur ces cadres dimensionnels, et il se trouve qu'un document humain a été publié au mois d'août dernier, et confirme complètement notre analyse sur les cadres dimensionnels, les changements de cadre dimensionnels. Donc, quelque part, c'est quand même très intéressant de voir que notre propre démarche scientifique a donné finalement les mêmes résultats que ce que nos amis d'outre-espace finalement nous ont communiqué 4 ans après. Donc c'est déjà pour nous une grande satisfaction de voir que on a bien compris ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, et que finalement dans un panorama qu'il faut concevoir non pas comme le concevaient à l'époque les gens comme Pinel, sont partis d'une conception cosmologique où nous avions un cosmos un peu étriqué, avec un espace-temps aussi un petit peu étriqué, un peu limité, et du coup alors ils ont un peu, je dirais, un peu percé des trous, hein, dans cette boîte pour faire un peu rentrer d'air, et je crois qu'ils ont magnifiquement réussi à faire rentrer de l'air dans ce cadre qui était un peu trop étriqué. Et donc là, ce qu'on va essayer, c'est de sortir de cette boîte et voir qu'en fait nous sommes entourés d'autres boîtes qui sont une infinité de cosmos, et en l'occurrence un anticosmos qui est notre frère jumeau, mais constitué principalement d'antimatière, puisque notre cosmos est constitué majoritairement de matière, et ceci de manière qui est encore mal expliquée aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est vraiment la matière, parce qu'on dit que la matière en réalité n'existe pas en tant que telle, et ce qu'est surtout l'antimatière, parce qu'on nous pose souvent des questions justement sur l'antimatière. Alors, je vais juste vous en donner, moi, ma perception, hein, en étant ni physicien de formation contemporain, en tout cas pas dans le moule standard, donc je vais vous en donner, moi, ma vision. Alors, il faut revenir un petit peu sur les travaux, par exemple, de Sakharov, qui, le premier, identifie des soucis au niveau des éléments baryoniques. Alors, je pense qu'en fait, ce qui se passe, puisqu'on
aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la matière noire, enfin l'antimatière de notre cosmos a été éliminée du fait d'un problème d'équilibre de baryon. Bon, c'est ce que Sakharov mettait en évidence. Alors, pour moi, c'est un petit peu différent l'histoire. C'est que ce moment où il y a cet écart baryonique, c'est le moment de l'inflation de notre cosmos, et c'est le moment où les dimensions, notre cadre tridimensionnel va enfler. Ces dimensions vont s'exprimer. On part de quelques premières secondes après le Big Bang, donc on n'a pas encore l'expression de notre espace dimensionnel tel que nous le vivons aujourd'hui, d'accord ? Ouais. Et pour moi, c'est à ce moment-là, donc c'est quelques instants après l'émergence du temps, puisque initialement nous n'avons pas de temps, là, il n'y a pas de pertinence à constituer du temps. Le temps n'apparaît qu'avec le Big Bang. Enfin, on va voir après qu'on parlera des Big Bang et non pas du Big Bang. Et donc, au moment où émergent ces dimensions spatialisées, eh bien, en fait, il n'émerge pas que 3 dimensions spatiales plus le temps. Eh bien, il émerge en fait plus que ça. Il émerge en réalité un autre cadre dimensionnel, plus de dimensions que ça. Et c'est à ce moment-là où la bulle du Big Bang va finalement se diviser en 2 bulles. La bulle fait 2 excroissances de bulles, et finalement, nous, on se retrouve dans une bulle, effectivement, où la matière est prédominante, il ne reste plus grand-chose en antimatière, et dans l'autre bulle, c'est le contraire. Et donc ça c'est dû, pour moi, au moment de l'expansion des dimensions spatiales. D'accord. Et donc du coup, on se retrouve plus avec une bulle de cosmos, mais avec 2 bulles de cosmos qui sont séparées par une membrane, en fait, un espace qui n'est pas dimensionnel au sens spatialisé du terme, vous avez bien compris. Oui. Et donc ces 2 cosmos, eh bien, ils ont leur petite vie l'une l'autre, l'un avec de la matière, nous comme point de référence positif, et l'autre cosmos avec de la matière négative, si on fait l'inverse. Et il est séparé. C'est ce couple de cosmos qui sont accolés, finalement, en quelque sorte, puis ils sont accolés par le temps. Alors, il y en a un qui a un temps dans un sens et l'autre qui a le temps dans l'autre sens, malgré tout, quelque part. Et donc, ils ont quand même ce sont des jumeaux, ce sont des frères jumeaux, sauf qu'il y en a un noir, un blanc, disons, et qu'ils sont reliés par cette couche intercosmique que les humains appellent Xoudi. Alors Xoudi, ça signifie justement couche relais, et que cette couche relais, elle a des propriétés bien particulières. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais disons que sa propriété principale, c'est qu'elle va laisser passer les effets gravitationnels d'un cosmos sur l'autre. Autrement dit, la conséquence directe de laisser passer les effets gravitationnels d'un cosmos où il y a de l'antimatière et il y a de fortes masses d'antimatière sur un cosmos où il y a de la matière positive, eh bien ces effets gravitationnels, où les retrouve-t-on aujourd'hui dans notre cosmos? Alors vous allez nous donner la réponse. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous voyons quand nous parlons de la matière noire. Puisque la matière noire, c'est quoi? Pourquoi on a donné ce nom à la matière noire? Eh bien, on a donné ce nom parce que on voyait des effets gravitationnels dans notre cosmos, des effets gravitationnels équivalents à des masses de matière énormes. Et ces masses de matière énormes, en réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de la matière. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas dans notre cosmos. Ce sont les effets gravitationnels des masses qui sont extrêmement importantes dans l'anticosmos.
Et donc cette paire de jumeaux là, eh bien, s'acoquinent l'un l'autre pour, ils dansent un peu la gigue, hein. Oui. Voilà. Hein, parce que les masses ont des effets l'un sur l'autre. Voilà. Alors, du coup, dans notre cosmos, comme d'autre côté, ça se balade aussi pas mal les masses, et ben ça a des effets sur les différentes vitesses d'expansion de notre propre cosmos. Oui. Et donc, cette fameuse énergie noire, que aussi on se demande bien d'où elle vient, eh bien elle vient tout simplement de l'effet gravitationnel de notre anticosmos aussi. Donc de temps en temps, notre cosmos s'étend plus vite que prévu, et puis de temps en temps il va se contracter plus vite dans un autre sens. D'accord ? Donc déjà, avec ce modèle, on range au catalogue des objets trouvés cette fameuse masse manquante et cette énergie noire. Ce qui est quand même pas rien, mine de rien. Et donc, ceci influe donc même dans notre vie quotidienne finalement, hein, puisque tout ceci, même qu'on ne s'en rende pas vraiment compte, puisque ça a quand même des effets sur le quotidien. Par exemple, quels effets ? Alors, tous ces effets gravitationnels, en fait, si nous n'avions pas cet anticosmos, eh bien, nos galaxies ne tiendraient pas debout. On ne pourrait pas déjà toute cette constitution d'astres constitués en planètes telluriques, en soleil, etc., eh bien, n'aurait pas pu se réaliser. D'ailleurs, il semble que du côté de l'anticosmos, les énormes masses de l'anticosmos ne sont pas des masses constituées de galaxies ou de soleils et de planètes, mais ce sont plutôt des agglutinations de nuages de masse, pour des raisons qu'il y a des micro-différences entre matière positive et négative. Il y a des epsilon de différence, et cet epsilon, qui est essentiellement probablement sur des problèmes électroniques de la matière, fait que les agglutinations de matière, d'antimatière, ne se produisent pas comme ils se produisent avec de la matière. Donc, en quelque sorte, la matière est plus collante, elle va plus s'agglutiner, elle va pouvoir constituer tous ces ensembles de matière jusqu'à de la matière organique, extrêmement élaborée, que ne permet pas l'antimatière du fait de petites différences au niveau des couches électroniques. D'accord. Donc voilà, donc finalement, si nous n'avions pas cet anticosmos, eh bien il n'y aurait tout simplement pas de système planétaire, de système astronomique tels qu'on les connaît dans notre cosmos. Donc nous n'existerions en fait tout simplement pas. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Denis Roger Desnoclas qui a écrit un ouvrage, Présence 3.
comment s'organisent ces autres planètes, ces extraterrestres qui envoient des informations? Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Comment ils se déplacent? Comment ils vivent concrètement? Donc on a parlé de ce changement de cadre dimensionnel. Donc on a vu que finalement ils peuvent faire transiter un engin d'un cadre dimensionnel, tridimensionnel à un autre cadre tridimensionnel. Ouais. Alors ça a une conséquence physique directe, c'est que chaque cadre tridimensionnel, puisque on parle de cadre tridimensionnel, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre spatialisé. D'accord ? Eh bien, chaque cadre tridimensionnel a sa propre spatialisation. Et donc, nous, comme nous sommes dans un cadre tridimensionnel et qui est soumis à des inflexions dues à cet anticosmos, et donc finalement, notre cosmos, dans sa vision tridimensionnelle dans laquelle nous sommes, est en fait un cosmos qui est une espèce qui est en fait une selle à cheval. Sa topologie, c'est une topologie de selle à cheval. C'est comme ça qu'elle est décrite dans les documents roumains, et c'est aussi comme ça que nous venons de la redécouvrir. C'est comme ça que nous venons de voir le fond cosmologique, et nous nous apercevons que effectivement, le fond cosmologique nous indique que la topologie de notre cosmos dans notre cadre tridimensionnel est une selle à cheval, et cette espèce de grosse crêpe, finalement, se tord, se contorsionne en fonction donc des mouvements de notre anticosmos. Alors, nos amis d'outre-espace, les exocivilisations avancées qui nous rendent visite, eh bien eux connaissent tout ça. Ils maîtrisent évidemment très bien la topologie de notre cadre tridimensionnel, dans lequel ils sont aussi, en tout cas une bonne partie sont. Alors il n'y a peut-être pas que ça, et c'est là où on va rebondir sur la toute première question. Mais en tout cas, il y a un bon nombre de gens qui sont dans notre cosmos, dans notre cadre dimensionnel, et qui maîtrisent ces connaissances de cosmologie, et qui vont les utiliser pour utiliser ces plis cosmiques, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu dans Présence, et finalement notre cosmos c'est plutôt une espèce d'accordéon, et donc on va profiter que l'accordéon il est le plus replié possible pour changer le cadre dimensionnel et utiliser un autre cadre spatialisé qui lui finalement nous donnera un point, un cheminement direct, finalement va un peu nous couper le fromage de ce plissement. Et donc on va sortir de notre cadre dimensionnel à un endroit, on va emprunter un cadre dimensionnel autre sur une certaine distance, et on va revenir dans notre cadre tridimensionnel. Et donc au lieu d'avoir suivi tout le parcours qui consisterait alors pour nous on a un peu l'impression que c'est tout droit le cadre tridimensionnel, mais en fait non, on est dans ce mouvement très très ample de vagues, et donc là où nous aurions par exemple nos amis d'Oumo qui sont autour d'une vingtaine d'années-lumière dans notre cadre dimensionnel, eh bien en changeant de cadre tridimensionnel, eh bien, je vais me trouver à effectuer une distance extrêmement courte, en réalité. Alors, je vais couper c'est pas que je vais aller plus vite que la vitesse de la lumière. Je ne vais plus vite que la vitesse de la lumière que de manière relative, parce que j'ai changé de cadre dimensionnel, et que la topologie de l'autre cadre dimensionnel, eh bien, je vais aller tout droit au lieu de faire un grand détour. C'est ce qui s'appelle prendre des raccourcis. Voilà, on prend des raccourcis cosmiques. Pourquoi les engins des gens qui sont constitués comme nous de matière, donc là on reste sur les aspects autour des boulons, si on revient un petit peu à notre point de départ, et bien en tout cas ces gens-là, quand ils utilisent ce mode de fonctionnement pour les voyages interstellaires, eh bien ils font
simplement, ils utilisent des raccourcis cosmiques qui leur permettent non pas d'aller plus vite que la lumière, mais d'avoir des distances plus courtes. Et donc, ils ressortent de l'autre côté, reviennent dans notre cas dimensionnel, et ils savent calculer, évidemment, tout ça de manière à arriver au bon endroit, au bon moment. Et donc, on a, par exemple, nos amis humains, qui, au lieu, sachant que les engins vont à peu près à un tiers de la vitesse de la lumière, en termes de déplacement dans cette topologie, eh bien, au lieu donc de mettre 60 ans pour venir, au bas mot, eh bien, ils vont mettre 3 mois. Oui. Entre 3 et 9 mois. C'est raisonnable. Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. D'accord ? Et donc là, effectivement, même si on a des êtres vivants dans le cosmos qui vont avoir des longévités supérieures aux nôtres, on peut pas se permettre de passer 40 ans dans une boîte de sardines. Non. C'est, pour n'importe quel être humain, c'est inhumain. Donc même si c'est voilà. Donc nos amis d'outre-espace envoient beaucoup d'engins télécommandés, autonomes, des robots, des drones, des sondes automatiques, etc. Donc on en récupère, pas mal. De temps en temps, il y en a qui se cassent la figure. Je me rappelle d'ailleurs d'une qui était rigolote. Je sais pas si c'est assez rigolo. C'était passé au Japon dans les années 70, et en plein Tokyo, une petite sonde très rigolote, un peu en forme de chapeau, s'est baladée dans Tokyo, puis s'est perdue est allée se planter dans un magasin de vêtements, d'ailleurs, je crois, et les gens l'ont récupéré, cet engin, qui était d'ailleurs avec des symboles, un petit peu comme nous avons fait avec les sondes Voyager, et donc il y avait des engins comme ça. Donc on a des petits engins de petite taille qui peuvent se balader, et puis des engins plus gros. J'ai un ami qui a des liens très forts avec les exocivilisations, puisque c'est mon ami Clifford Mahouti, qui est donc un elder chaman de la tribu des Ashiwi, des Zuni, donc au nord du Nouveau-Mexique. Donc ils ont des liens très forts avec les exocivilisations, historiquement, et donc ils ont sur cette zone-là pas mal de passages, et il y a quelques années, une grosse sonde, c'est pas un engin habité manifestement, parce que c'est un engin qui faisait 3 mètres de diamètre, a atterri quasiment à 10 mètres de sa porte. Et d'ailleurs, quand j'y suis allé, les traces étaient toujours visibles 10 ans après. Et donc on a des engins plus ou moins gros, et puis on a des engins qui peuvent être gigantesques. Alors les nefs intersidérales classiques qui sont décrites dans les documents humains, eux utilisent des engins, je dirais un petit peu, c'est un peu la moyenne des engins, c'est des engins d'une trentaine de mètres de diamètre, mais c'est relativement modeste. C'est très modeste comme taille, puisque on a pu observer des engins gigantesques, notamment des satellites d'observation. On fait des photos d'engins de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Alors justement, les scientifiques, la NASA, les gouvernements sont au courant de tout ça. Bien sûr. Ils récupèrent ces engins. Ces engins, je suppose que la NASA les étudie. Alors c'est pas la NASA qui les étudie. La NASA est un laboratoire qui intervient avant et qui se trouve à Los Angeles, et qui emploie notamment du personnel qui travaille aussi pour les grands studios cinématographiques, sont chargés du nettoyage des images. En France, ça se fait aussi bien évidemment, puisque moi j'ai pu travailler pour une société qui faisait du traitement d'images satellitaires. Et donc nous avons aussi nos propres équipes de nettoyage d'images en France. Alors, comment se fait-il qu'on ne communique pas justement sur ces dossiers, sur ces expériences,
les gouvernements ne parlent pas. Et ça, on nous pose la question tous les jours. Hein. Tous les jours, on nous dit, mais comment se fait-il ? C'est pour ça que le doute est comment dans la tête des gens, parce qu'on dit, si c'était la réalité, si c'était le cas, on communiquerait. Pourquoi on ne communique pas ? Alors, en fait, c'est la meilleure question, parce que c'est la question qui en fait, une question qui implique complètement notre civilisation. Complètement notre civilisation terrestre. Aujourd'hui, pourquoi ces oligarques ne communiquent pas ? Alors, parce qu'il faut quand même parler d'oligarchie et voir qui est finalement à autorité sur ces sujets. Donc, ces sujets qui ont été captés par la plus grande puissance planétaire, à savoir les États-Unis, donc en lien direct avec Roswell, au demeurant, et c'est quand même assez bien connu, parce que il y a quand même eu pas mal de gens qui ont éventé le sujet. Donc le sujet est parti hors du périmètre légal. Donc le sujet est sorti du contrôle même de l'armée, et donc finalement les institutions n'ont plus la main sur le sujet. Donc aucun représentant légal n'a accès au sujet. Donc à partir du moment où ces groupes qui ne sont plus légaux et qui contrôlent finalement les institutions de manière illégale, et qui œuvrent essentiellement dans des black programmes, même si alors ce qui est très compliqué à arriver à comprendre, c'est que les institutions, et notamment les institutions les plus secrètes, finalement n'ont pas forcément compris qu'elles étaient plus aux mains des représentants légaux. Elles sont sous contrôle d'autres groupes qui sont de facto totalement illégaux. Et donc, on a des gens qui, sur la fameuse base 51, ont pu faire du re-engineering d'engins, par exemple, pour améliorer, trouver des nouveaux appareils. Mais ces nouveaux appareils, eh bien, les engins les plus élaborés ne sont pas à la disposition des armées, par exemple. Les armées se contentent de machines conventionnelles. Et donc, un certain nombre de technologies ont été complètement confisquées pour des groupes dont on peut très largement s'interroger sur l'objet de cette confiscation. Et donc, on voit que non seulement des technologies extrêmement utiles pour l'intérêt collectif planétaire sont confisqués, que des matériels sophistiqués sont élaborés sans que aucun législateur ou aucune formalisation légale soit faite. Et donc, on voit que finalement, c'est un petit peu d'ailleurs mon adage, c'est le corollaire de mon adage, c'est le savoir pour qui et pourquoi. Eh bien, le savoir, c'est dominer. Le savoir, c'est dominer et contrôler. Et donc, c'est un problème de savoir, de pouvoir. Donc, le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, à partir du moment où vous disposez de tels avantages essentiellement technologiques, eh bien, vous êtes à même de contrôler le monde d'une manière efficace. Et donc, on n'a pas du tout, les gens qui contrôlent ces technologies, eh bien, ils n'ont pas du tout envie que le sujet des exocivilisations devienne un vrai sujet de société. Parce qu'on va vite leur poser la question, mais qu'est-ce que vous faites des technologies que vous avez confisquées, et qu'est-ce que c'est que ces engins que vous fabriquez en douce avec des fonds dont on se demande d'où ils viennent, etc., etc. Et donc on a des enjeux de pouvoir à un niveau stratégique et planétaire. On est sur de la stratégie planétaire, donc
s'ils lâchent un bout, tout le système s'effondre. Alors d'un autre côté, pourquoi ces extraterrestres ne se font pas voir au plus grand nombre d'entre nous? Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord sur ces exocivilisations ne se font pas voir au plus grand nombre d'entre nous, parce que il y a quand même des millions, et là on est voire des millions, voire peut-être des milliards aujourd'hui de gens qui ont été témoins de passages d'engins. On en voit de manière des fois inopinée et de manière incontrôlée lors d'émissions télévisées en direct. Et donc, aujourd'hui, si on fait un petit micro-trottoir, en fait, la totalité des gens qu'on a interrogés sont tout à fait conscients qu'il se passe quelque chose et qu'on leur raconte des sornettes. Les gens sont tout à fait, ne sont pas dupes. Les gens savent bien que on leur ment. Les gens savent bien que ces exocivilisations, ils ont encore un petit doute, mais ils sont pas loin d'être convaincus, parce que c'est jamais qu'une question de bon sens finalement. Non, mais vous voyez un atterrissage sur la place de la Concorde à l'heure de pointe, quand même, quelque part, ça marquerait les esprits. Ça marquerait les esprits, oui et non, parce que si on n'est pas préparé à voir, on va dire, une soucoupe volante atterrir place de la Concorde, eh bien, ce sera extrêmement facile de dire c'est un gag et c'est une équipe de cinéma qui a monté ça ou n'importe quelle autre connerie du genre et ça passera comme une lettre à la poste. Donc ça c'est pas voilà. Donc c'est parce qu'il faut être prêt à voir les choses, sinon on les voit pas. Parce que les gens veulent savoir. Les gens maintenant demandent la vérité, demandent que ce dossier soit dévoilé. Ils en ont assez de vivre un petit peu dans le doute comme ça. On n'en sort pas. On arrive toujours dans une impasse avec cette chose-là. Par exemple, quand on a notre voisin vient, il nous serre la main, c'est clair et net, quoi. Voilà. Les gens voudraient maintenant que ce soit révélé. Oui, mais c'est ce qu'on attend de la part des oligarques qui détiennent l'information qu'ils acceptent de reconnaître qu'ils ont commis ni plus ni moins une action tout à fait criminelle, c'est-à-dire qu'ils ont caché la vérité à l'ensemble des citoyens de la planète depuis au moins donc plus d'un demi-siècle. Et pourquoi ont-ils caché la vérité? Parce qu'ils veulent garder le pouvoir. C'est jamais qu'un enjeu de pouvoir. Donc ça, malheureusement, il n'y a que nous, citoyens, et c'est ce à quoi nous collaborons avec les amis scientifiques, c'est à faire que ces recherches citoyennes soient partagées par le plus grand nombre pour porter la connaissance d'un certain nombre de faits, et il y est aussi sûr que je dis bonjour à mon voisin que je peux dire bonjour à un être d'une exocivilisation, tout à fait. Si tant est que nous puissions obtenir d'une manière ou d'une autre que les exocivilisations soient reconnues officiellement. Oui, parce qu'on nous a mis dans un enfermement. Bien sûr. Donc c'est pas tolérable, ça. Non, et la position des humains sur ce sujet est très claire. Les humains, et c'est d'ailleurs la dernière page dans la conclusion générale de l'ouvrage de Présence 3, je cite nos amis d'Outre-Espace, ils disent que lorsque l'on fait de la rétention d'informations, eh bien en fait on porte non seulement préjudice aux gens auxquels on a fait cette rétention d'informations, mais non seulement on porte préjudice à l'ensemble des exocivilisations, parce que toutes les exocivilisations sont liées par des liens, on va dire, cosmiques, sans rentrer dans le détail, mais il y a finalement un préjudice, donc ces oligarques qui aujourd'hui portent préjudice à l'ensemble des citoyens de notre planète, eh bien ils portent préjudice aussi à l'ensemble des exocivilisations qui nous rendent visite, en l'occurrence, mais tous, en fait. Parce que
en faisant cela, ils contreviennent finalement à des lois cosmiques qui sont des lois de déontologie cosmique et du fait nos amis d'outre-espace, alors s'ils ont effectivement eux à respecter une déontologie de relative non-ingérence, la non-ingérence elle va être limitée au fait que tout ce qui est mauvais pour nous est mauvais pour eux. Ah oui, tout à fait, oui. Et donc, ils sont un petit peu aussi, nos amis d'outre-espace, un peu le cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression. Parce que ils exècrent les oligarchies dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser et qui écument le monde de manière sordide. Et d'un autre côté, ils sont bien embêtés parce que ils peuvent pas intervenir pour faire vraiment le boulot de nettoyage à notre place. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion, infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Denis Roger Desneclas qui a écrit un ouvrage, Présence 3. Mais quelque part aujourd'hui on est pour le coup un peu en danger ici sur la planète. On avait fait des émissions récemment avec Jean-Pierre Petit sur le nucléaire. Enfin, on a de gros problèmes au niveau de l'écologie à tous les niveaux. Donc aujourd'hui on est quand même sur une planète assez dangereuse. Ah oui, on est effectivement sur une pente qui n'est pas forcément bonne. Au demeurant, nos amis d'outre-espace humain, eux font régulièrement des calculs statistiques et donc ils nous avaient publié en 2003, nous avions reçu un rapport statistique justement sur les probabilités de catastrophes généralisées. Sur une prospective à 200-250 ans. Et on voyait que si la situation n'était pas inversée, eh bien le risque de collapse majeur sur notre planète arrivait à une probabilité extrêmement élevée dès les années 2070. Donc en 2070, on était de l'ordre de 1 sur 10 pour un collapse général de la planète. Donc, alors évidemment, ils vont pas laisser, ils sont pas tout seuls, nos amis humains. Il y a de nombreuses exocivilisations présentes et nos présences, on peut donner un petit tableau, c'est juste un petit aperçu, on en donnait 18, mais avec des données extrêmement précises qu'on avait pu collecter, essayer de croiser de manière à fiabiliser les sources. Et donc on a des exocivilisations qui sont là depuis au moins 30 000 ans sur Terre. Donc ces exocivilisations, si elles sont là depuis 30 000 ans, c'est parce qu'elles suivent le développement des petits nouveaux, les petits terriens là, qui sont là, qui se débattent comme des pauvres malheureux sur cette belle planète qui présente de tellement merveilleuses caractéristiques de biodiversité que personne n'a envie de la voir disparaître. Bien entendu. Donc et on voit bien que nos amis d'outre-espace et le cas très célèbre de mon ami Bob Salas, Robert Salas, qui a été un des premiers à mettre un peu les pieds dans le plat, puisque si vous vous rappelez que dans les années 50, je crois maintenant, oui, c'était aussi un peu plus tard, j'ai plus la date en tête, mais sur une base balistique aux États-Unis, donc avec une dizaine de rampes de missiles nucléaires. Donc les gens dont lui avait la charge ne pouvaient rien faire, puisque tous ces missiles balistiques sont reliés à un PC
centrale stratégique. Tout ça c'est blindé avec des câbles qui sont faits pour résister à divers types d'attaques. Et lorsque un engin est passé, et puis il a désactivé les 10 missiles qui étaient dans les silos, en l'espace de 10 secondes, donc un missile par seconde, sachant que chaque missile est crypté, c'est-à-dire que vous ne pouvez activer ou désactiver un missile que en accédant à son code unitaire crypté. Ouais. Et donc, ça signifie que l'engin qui est passé a cassé et rentré déjà dans le système, ce qui est déjà une performance en soi. En une seconde, il a cassé le code, ce qui est aussi plus qu'une performance. Et il a fait ça pour les 10 missiles qui ont suivi. Donc évidemment, même avec les ordinateurs les plus puissants que vous avez actuellement, c'est juste strictement impossible. Alors, certains prétendent qu'il y aurait des bases extraterrestres sur la Terre. Fantasme ou réalité ? Alors, c'est une réalité, même si après, derrière, ça crée des émulations, mais ça ne peut être qu'une réalité. Alors, avec on a de multiples exemples qui sont cachés régulièrement puisque les militaires sont les quand même premiers spectateurs de ce genre de manifestations. Faut quand même le voir, hein, faut quand même donc tout ça, on a des bases souterraines sous-marines à de grandes profondeurs qui sont quasiment inaccessibles aujourd'hui, sauf par des engins sous-marins, mais pas par des scaphandriers, puisqu'on est sur des profondeurs beaucoup plus importantes. Et puis il y a des bases qui sont bien connues dans l'Himalaya. Je peux vous confirmer que tout l'état-major indien, par exemple, sait pertinemment, il voit passer des engins qui vont rejoindre les bases dans l'Himalaya. Et ça, le gouvernement indien et tout l'établissement indien, y compris tout l'état-major, est spectateur. Et en Europe, en France, il y aurait des bases ? Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de bases. Historiquement, nos amis roumains avaient d'ailleurs atterri dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, et avaient installé une base rudimentaire, mais une première base de vie, dans laquelle ils ont vécu les 2-3 premiers mois de leur expédition terrestre. Ils se sont donc dissimulés dans une petite base souterraine, et de nombreuses autres exocivilisations font de même. On a vu aussi, qui a fait aussi grand bruit, un gros cigare se plonger dans un volcan sur une télévision. Donc on voit que ces engins, ils sont évidemment bien tranquilles dans des lieux qui sont pas très très facilement accessibles pour nous. Et donc ils se manifestent de plus en plus parce que leur manifestation, ils pourraient se rendre évidemment totalement invisibles dans le champ du visible, évidemment, mais leur volonté d'augmenter la pression justement sur les oligarques est manifeste. Ça contribue à mettre la pression. Nous on préfère les voir, on préfère les voir. Oui, mais moi, je vous présenterai dans Exocivilisation, des témoignages de gens qui ont rencontré des êtres et qui, comme vous le disiez, leur ont dit quasiment bonjour. Oui. Et vous verrez les témoins. D'ailleurs, les dames sont plus assurées. D'ailleurs, les témoins femmes sont souvent plus assurés que les témoins hommes. C'est dommage. Constaté. Et des fois 50 ans après, parce que j'ai des témoins qui étaient enfants quand ils ont rencontré ces gens d'outre-espace, et ils en parlent aujourd'hui, ils
ils ont 50, 60 ans, voire 70 ans. Et je peux vraiment vous dire que l'émotion, elle est comme hier. Ah oui, C'était hier. Hein, c'est un peu comme les gens qui ont vécu une NDE, c'est pareil. Et les gens sont encore émus rien que de raconter ce qu'ils ont vu. Hein. C'est très 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 émouvant. Et donc on peut pas barrer d'un trait non seulement cette émotion, mais ce que nous tous pouvons être amenés à vivre comme événement. Hein. Et donc la responsabilité des je ne vais pas dire des politiques puisqu'ils ont quasiment aucun pouvoir si ce n'est d'obéir aux ordres d'autres oligarques, mais une vraie gouvernance planétaire telle que je pense qu'on aimerait tous l'avoir, c'est-à-dire une gouvernance planétaire légitimement de justice, d'équité, de partage. Eh bien, dans une telle gouvernance, eh bien, il serait tout à fait pensable que nos gouvernants, dans ce cas-là, nous auraient informés, éduqués, de manière à ce que nous puissions accueillir et échanger de manière intelligente et pertinente avec nos voisins d'outre-espace. Ouais. Mais c'est peut-être aux citoyens aussi de se bouger un peu et justement de prendre conscience et de demander des comptes. Aujourd'hui, on n'est plus des petits-enfants. Il y a le net, il y a l'information, on a appris plein de choses. On a le droit de savoir. Donc peut-être que si les gens, le citoyen, se bougeait, peut-être que ça ferait changer les choses, à tous les niveaux d'ailleurs. Absolument, absolument à tous les niveaux. Et c'est bien là, pour répondre encore une fois à la question qui effectivement est récurrente, pourquoi ne se manifeste-t-il pas ? Parce que bottez-vous le cul, messieurs, dames, et exactement. Et commencez par vous. Hein. Tout à fait, donc, exactement. Voilà, donc nous, c'est un petit peu notre démarche de recherche citoyenne dans nos groupes de recherche. Donc tout le monde, tous les chercheurs internationaux qui interviennent dans ces groupes, parce qu'il y a différents groupes de travail que je coordonne, eh bien nous sommes tous des volontaires, nous sommes tous des bénévoles, on met la main au porte-monnaie pour faire nos expériences, pour faire les sorties de terrain, pour monter des expérimentations et les partager. Et donc voilà, donc de nous, je dirais que par rapport à ça, on est en conscience avec nous-mêmes. Je dirais qu'on est en accord avec notre démarche, mais on peut pas. Les limites, c'est que nous, on peut pas obliger les gens à savoir. Exactement. Alors, vous reviendrez une prochaine fois. J'aimerais qu'on parle des crop circles dans une autre émission, parce que là, on a largement débordé. on est bavard. Oui, mais c'est un tel plaisir. Exactement. Nos auditeurs, j'espère, partageront notre passion. Sans aucun doute. Donc, on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, sur denocla.com, tous les gens qui souhaitent s'informer, eh bien, sont les bienvenus. Vous allez nous donner l'adresse ? Le meilleur moyen de nous soutenir financièrement, c'est d'acheter des bouquins, des vrais bouquins avec du vrai papier. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on a tous les poches vides et donc acquérir de l'information, c'est des fois difficile. Donc, il y a des e-pubs ou des livres numériques à 5 €. Donc, voilà. Oui, ça va encore. J'estime que on a fait notre devoir quand on propose l'information à 5 €. Et puis, on voulait aussi vous faire partager une grande expérience artistique qui est liée à ces exo-civilisations, puisque le peuple d'Unmo nous a fait part de mots de son langage. Et donc, on a réalisé des chansons en utilisant les mots de la planète Umo. Denis Roger Denocla, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la Clé du Mystère. On se retrouve très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.